Voilà, cher... Mais ne nous arrêtons pas à des éléments. Ne nous arrêtons pas. Il y a peut-être d'autres raisons. Ne nous arrêtons pas à des éléments juste symboliques. C'est comme ça. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Honnêtement, concentrons-nous sur la séance qui va commencer. On peut fermer les portes et démarrer ? Très bien. Très bien. La séance... Restons concentrés sur des choses importantes. Je pense qu'il y a d'autres sujets dans le monde qui nécessitent un peu d'attention. La séance est ouverte, si vous le voulez bien. Monsieur le ministre, mes chers collègues d'abord, monsieur le ministre, merci beaucoup très rapidement après votre nomination de venir nous voir. Bon, vous connaissez bien les lieux, vous êtes habitués, vous savez ce que les parlementaires peuvent apporter au débat public et à la diplomatie en particulier. Et donc, je pense qu'à égard aux expériences parlementaires qui sont les vôtres, vous aurez régulièrement l'envie de venir échanger avec nous et de profiter de nos réflexions pour enrichir l'action diplomatique de la France dans le monde. Un élément important également, je pense, que cette commission poursuivra dans les mois qui viennent, c'est la contribution à la diplomatie parlementaire. Je pense que là-dessus également, vous avez une oreille favorable aux propositions que l'on pourra faire. Je pense qu'on peut travailler en très bonne intelligence pour contribuer à une meilleure influence de la France dans une situation internationale extrêmement chaotique, souvent illisible, en tout cas imprévisible. Et c'est un des points, bien sûr, le premier point que nous verrons aujourd'hui dans vos interrogations sur la situation internationale. Deuxième élément également qu'il faudra aborder, je pense, et les questions que vous poserez, c'est la disposition du projet de loi de finances initial pour 2025, le PLF 2025, et notamment ce qui concerne les moyens dévolus à votre ministère. La semaine dernière, vous trouviez pour la deuxième fois depuis votre prise de fonction dans la région du Proche-Orient, notamment pour rendre hommage aux victimes du 7 octobre 2023, mais aussi pour évoquer avec certains acteurs régionaux les derniers développements de la crise en cours et exprimer vos inquiétudes pour les populations civiles. Vous nous direz comment la France agit et je ne doute pas que vous serez abondamment interrogé sur ce sujet majeur de l'actualité internationale. Parallèlement, nous attendons également des éclairages sur la situation en Ukraine, confrontée à la poursuite des opérations de SAP de la Russie, sur les échéances électorales à venir en Moldavie, en Géorgie, et également les évolutions que nous attendons sur le continent africain, ou encore au Venezuela, dans l'élection présidentielle, on peut dire volée par Nicolás Maduro, n'a absolument rien réglé dans son pays, ou encore la prochaine élection américaine. Sur la question de Taïwan, les manœuvres chinoises et le rapprochement sino-russe annoncent-ils un nouveau rapport de force mondial? Quelle est pour vous l'analyse que vous portez de ce sujet-là? Et puis bien sûr, votre analyse sur les dossiers inquiétants du moment, ainsi que les actions que vous envisagez de porter, nous intéressent au plus haut point. Enfin, un point également au plan international, notre pays sort d'une séquence internationale très faste, après les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques, le 19e sommet de la francophonie. Toute cette séquence-là a été pour la France un succès important. D'autres échéances s'annoncent-elles peut-être? Et pourriez-vous nous dire un mot sur ces éléments du rayonnement de la France dans le monde? Deuxième grand thème, je pense que vous ne manquerez pas d'interroger le ministre, l'examen du budget. Notre commission aborde ce rendez-vous avec rigueur, vigilance, mais une certaine inquiétude également quand on voit les chiffres prévisionnels du budget 2025, alors même que des engagements forts ont été pris par le président de la République en faveur du réarmement de notre diplomatie. On l'a vu dans les années 2017, 2018, jusqu'à l'année dernière. On peut dire, quand on le voit, que les projets de loi de finances 2023-2024 ont été plutôt satisfaisants. Je vois ici les commentaires qui ont été faits à l'époque et les votes qui ont sanctionné ces projets de loi de finances. 2025 s'annonce sous de moins bons auspices. Par exemple, les dotations de votre ministère devraient s'établir en y incluant l'aide publique au développement que vous gérez directement
à quelques 5,75 milliards d'euros, soit une diminution globale de près d'1 milliard d'euros, soit 15,5%, ce qui est une baisse très importante. Et ça crée ici, bien sûr, des interrogations. Je pense que vous également, vous devez vous demander comment pouvoir gérer un ministère avec toutes les actions et l'efficacité que vous souhaitez, avec une baisse importante de cette nature-là. Dans le détail, peut-être quelques mots avant de vous laisser la parole, et laisser la parole, bien sûr, après à tous les commissaires. L'action extérieure de l'État subit une baisse relative de 4,3% à environ 3,34 milliards. Et là, on voit que les moyens, notamment humains, dédiés à votre diplomatie sont conservés. Donc les baisses ne sont pas complètement unilatérales, mais sont assez différentes en suivant les postes. Celles, par exemple, inscrites au programme 209 de la mission Aide publique au développement, elles se verront amputées de 855,5 millions d'euros, soit 26% à 2,4 milliards d'euros. Donc là, un effort très substantiel sur ce programme, avec un impact, bien sûr, évidemment, très important. Voilà, comme vous le savez, notre commission est attachée à ce que la France demeure particulièrement active en la matière, et vous également, je le sais. C'est pour cette raison que plusieurs amendements ont été déposés, ou le seront pour compenser ou atténuer cette baisse, ou même, je l'ai fait moi-même, déposer un amendement pour l'augmentation de 0,3 à 0,5% de la taxe sur les transactions financières pour augmenter les revenus dédiés justement à l'action extérieure de la France ou à l'aide au développement, notamment sur la taxe sur les transactions financières. Voilà. Donc, nous attendons de votre part votre point de vue sur ce budget prévisionnel, sur des éclaircissements sur les choix qui seront opérés et sur la stratégie mise en œuvre pour limiter autant que possible l'impact de cet ajustement budgétaire sur les projets d'ores et déjà engagés ou noués avec nos partenaires. Monsieur le ministre, c'est à vous pour une durée de 25 à 30 minutes et puis ensuite débat avec les commissaires de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi d'abord de rendre hommage à la Commission des Affaires étrangères, à ses administrateurs, à ses membres, à son président nouvellement élu, que je félicite, aux prédécesseurs de votre président, Marielle de Sarnège et Jean-Louis Bourlanges, qui ont su l'un et l'autre cultiver l'esprit de pluralisme et de respect des différences qui soufflent sur cette Assemblée. Hommage au rôle essentiel de cette commission pour légiférer, et j'ai à l'esprit la loi de 2021 sur l'aide publique au développement, pour contrôler l'action du gouvernement. Et je ne nous oublie pas que vous attendez légitimement la constitution de la commission d'évaluation de l'aide publique au développement. Et puis pour informer les Français sur la situation du monde. Et je mesure que j'ai devant moi certains des meilleurs experts dans le pays, des zones géographiques, des sujets transversaux, des enjeux globaux auxquels notre pays fait face. Hommage ensuite, Monsieur le Président, vous l'avez rappelé, à la diplomatie parlementaire, cet instrument essentiel pour faire entendre la voix singulière de la France, cette voix dont nous sommes, vous et moi, les dépositaires. Car oui, Mesdames et Messieurs les députés, la voix de la France est singulière. C'est la voix du droit international et de la justice. Elle n'est l'otage d'aucun clan. Elle ne courbe jamais l'échine devant les puissances et devant les intérêts particuliers. Cette voix singulière, c'est celle d'Aristide Briand, portant la Société des Nations sur les fonds baptismaux. Celle de Robert Schuman, qui retentit le 9 mai 1950 dans le Salon de l'Horloge et qui fait basculer le destin de l'Europe. Celle de Maurice Couve de Mourville, artisan de la grandeur de la France et de la politique de dissuasion nucléaire. Celle d'Hubert Védrine, dénonçant l'inacceptable unipolarité du monde. Celle de Dominique de Villepin, refusant d'engager la France dans une guerre injuste en Irak. Ou encore celle de Laurent Fabius, annonçant il y a 10 ans l'adoption historique de l'accord de Paris. C'est la voix de l'équilibre, de l'humanité, de la justice, la voix qu'attendent les opprimés et que redoutent les oppresseurs. Et la voix de la France, Mesdames et Messieurs les députés, est singulière au Proche-Orient. La semaine dernière, le 7 octobre, sur le site du festival Nova, la France était aux côtés des victimes, des familles des victimes du pire massacre antisémite depuis la Shoah, pour panser les plaies et sécher les larmes. Aux côtés de la population d'Israël dans son ensemble pour lui dire que la France n'oublie pas ni les plus de 1200 victimes, dont 48 sont françaises, ni les otages, tous les otages. Erez, 11 ans, Eitan, 12 ans, Sahar, 16 ans, Mia, 21 ans, libérés après d'intenses efforts dans la joie et dans les larmes. Elia et Orion, assassinés. Ofer, 52 ans, et Odad, 50 ans, père de famille, retenu captif depuis 1 an dans la bande de Gaza
avec tous ceux qui partagent leur sort. Le président de la République et le Premier ministre ont reçu leurs familles le même jour. La France n'abandonnera jamais ses compatriotes. Tous les otages doivent être libérés sans condition. Parce que la France ne fait pas de distinction entre les victimes civiles, la France se tient aux côtés des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie depuis le premier jour. Nous avons organisé une conférence de soutien à Gaza un mois après le 7 octobre, qui a permis de lever 1 milliard d'euros et qui a été suivie par 5 conférences internationales de haut niveau. Nous avons été le premier pays du G7 à appeler au cessez-le-feu et avons soutenu 4 propositions de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies allant en ce sens. Nous avons été le premier pays occidental à prendre en charge les enfants gazaouis blessés grâce à la mobilisation des moyens du ministère des Armées. Nous avons été moteurs dans l'adoption de trains de sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents. Et nous sommes l'un des rares pays du monde à soutenir directement, grâce au crédit budgétaire que vous serez amenés à voter dans quelques semaines, l'autorité palestinienne aujourd'hui. Et nous plaidons pour une solution politique permettant aux deux peuples de vivre en paix et en sécurité. Elle passe par la création d'un État palestinien, par des reconnaissances collectives et réciproques, et par des garanties de sécurité pour Israël. Au Liban aussi, la France fait entendre sa voix. Le Hezbollah porte une lourde responsabilité dans cette situation. Il a entraîné le Liban dans une guerre que le peuple libanais n'a pas choisie. Déjà des milliers de morts, dont 2 de nos compatriotes. Déjà des centaines de milliers de déplacés, de nombreux blessés. Si nous ne faisons rien, le Liban demain pourrait ressembler à la Syrie aujourd'hui, livré au trafic de drogue, au terrorisme, avec des millions de malheureux jetés sur les routes de l'exil. C'est la raison pour laquelle nous organiserons le 24 octobre une conférence internationale en soutien au Liban pour permettre de tracer des perspectives, permettre de mobiliser l'aide humanitaire, en garantir l'acheminement, mais également accompagner les acteurs libanais dans leur désir de vivre en paix, en sécurité, dans un État fonctionnel, capable d'assurer leur prospérité. La voix de la France est singulière en Ukraine. C'est en effet le destin français et le destin européen intimement liés pour lesquels nous continuons d'œuvrer et pour lesquels je continue à me mobiliser dans ce ministère. Car le combat des Ukrainiens, c'est aussi le nôtre. Bien sûr parce que c'est un enjeu de sécurité pour nous, Européens. Bien sûr pour des raisons humanitaires. Et je pense à la situation des enfants de l'Ukraine, blessés, traumatisés, parfois kidnappés ou déportés. Mais aussi parce que nous sommes les garants d'un ordre international fondé sur le droit, qui nous prémunit, nous, mais qui prémunit l'ensemble des peuples du monde contre la loi du plus fort. Et si l'Ukraine devait tomber, c'est tout l'édifice conçu en 1945 par nos prédécesseurs, et dont nous sommes les garants, qui s'effondrerait avec elle. En empêchant la défaite de l'Ukraine, nous préparons la victoire des principes auxquels nous croyons, des sociétés libres et démocratiques, la dignité de la vie humaine, des relations entre États encadrées par des règles de droit, la maîtrise de notre destin, qu'il s'agisse des prix de l'énergie ou du blé, ou du fonctionnement de notre espace numérique. Notre soutien en matière civile et militaire est connu, je pourrais y revenir plus en détail si vous le souhaitez. Il est et sera à la mesure de la détermination des Ukrainiens sur le terrain comme ailleurs dans la société. La voix de la France est aussi singulière, mesdames et messieurs les députés, en Afrique. Comme nous, l'Afrique est confrontée à de nombreux défis, qu'il s'agisse des crises économiques, des inégalités de destin et tensions sociales, des conséquences du dérèglement climatique. La France est à l'initiative pour agir aux côtés de nos partenaires africains, y compris dans les situations les plus compliquées. Aussi, au Soudan, où 1 personne sur 2 a aujourd'hui besoin d'une aide d'urgence, la France est là. En 6 mois, grâce à nos efforts, 90% des 2 milliards d'euros d'engagements financiers humanitaires pris lors de la conférence de Paris pour le Soudan ont été décaissés. Des avancées ont été obtenues en matière d'accès humanitaire, dont la réouverture du couloir d'Adré entre le Tchad et le Darfour. J'y ai travaillé en marge de l'Assemblée générale des Nations unies avec mes homologues allemands, américains et le haut représentant de l'Union européenne. Nous ne relâcherons pas nos efforts. Dans la région des Grands Lacs aussi, quel est notre rôle ? Tout faire pour obtenir la désescalade et construire la paix. Nous soutenons la médiation que conduit aujourd'hui l'Angola entre la RDC et le Rwanda. La France pèse aussi parce qu'elle sait créer des partenariats qui soient à la fois mutuellement bénéfiques et porteurs d'opportunités. Et je sais que cette commission y a beaucoup travaillé, au premier rang desquels son président. Pour servir les intérêts de nos concitoyens, nos entrepreneurs, nos artistes, nos innovateurs, nous devions renouveler nos partenariats sur le continent africain.
Notre ministère est à la manœuvre pour renforcer nos liens avec les sociétés civiles, les jeunesses et les diasporas, et quand cela est nécessaire, raccommoder l'ouvrage, faire face à toutes les mémoires, retrouver des énergies communes pour aller de l'avant. Il faut être à la hauteur de nos liens, à la hauteur des intérêts de la France et des Français. Les défis qui sont devant nous, qu'ils soient géopolitiques, sécuritaires, économiques, démographiques ou climatiques, trouvent tous une part de leur réponse au sud de la Méditerranée, sur ce continent qui compte plus du quart des États membres des Nations Unies et qui comptera en 2050 plus de 2 milliards d'habitants. Établir avec les pays africains, partout où cela est possible, des partenariats refondés sur la base d'intérêts mutuellement reconnus, est donc une absolue nécessité, et je dirais même un impératif diplomatique. La voix de la France est singulière, mesdames et messieurs les députés, en Europe. Si singulière qu'il lui est arrivé d'être parfois isolée. Isolée il y a 7 ou 8 ans quand elle a parlé de souveraineté et d'autonomie stratégique. Mais l'histoire récente nous a donné raison. En matière de politique industrielle, nous avons su emmener l'Europe autour de l'agenda de Versailles. Nous avons su convaincre nos partenaires autour du salaire minimum, de la réglementation des géants du numérique, de la nécessité d'imposer le principe de réciprocité dans les échanges commerciaux. Nous avons su nourrir, je dirais même ouvrir, le débat et des possibilités nouvelles en matière de défense. Une Europe plus forte, plus souveraine, plus unie, plus indépendante, voilà ce que la France, aux côtés de l'Allemagne, porte aujourd'hui, et je ferai en sorte que notre tandem demeure un moteur. Et si notre soutien à l'Ukraine doit se poursuivre aussi longtemps et aussi intensément que nécessaire, c'est aussi parce que le destin de notre continent en dépend, sa souveraineté et son autonomie stratégique. Cette ambition, nous la porterons également avec nos amis polonais, en format Weimar, qui a été remis sur les rails par mon prédécesseur Stéphane Séjourné, notamment pour répondre aux menaces informationnelles, les ingérences étrangères, les manœuvres, qu'elles soient russes ou autres. Nous les mettrons sur la place publique au plan national, mais aussi en européen. Nous les dénoncerons et nous les préviendrons. La France aura besoin de l'Europe, comme l'Europe aura besoin de la France, pour bâtir une Europe puissante par son autonomie stratégique. Je continuerai à appuyer nos efforts pour que l'Europe de la défense prenne forme, pour qu'elle se hisse à la hauteur des menaces qui nous guettent. La voix de la France est singulière et ce sera mon dernier mot avant de passer aux questions budgétaires, dans le concert des nations et à l'ONU. La France ne se contente pas d'occuper son siège, certes confortable, de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Non, la France assume pleinement sa vocation de garant de l'ordre international fondé sur le droit et de la Charte des Nations Unies. Voilà notre seule boussole, celle que nous utilisons pour condamner la guerre de la Russie contre l'Ukraine, pour condamner les attaques terroristes commises par le Hamas le 7 octobre, pour exiger la libération des otages, pour exiger l'accès à la population civile de Gaza. Pour que les autres crises internationales ne soient pas oubliées, j'ai parlé du Soudan, sur lequel nous avons poussé le Conseil de sécurité à s'exprimer. Et c'est cette même boussole qui nous conduit à mener une diplomatie féministe, et avec d'autres à refuser que les femmes afghanes soient effacées par les talibans, à refuser l'impunité, comme c'est le cas pour rendre justice aux femmes yézidis, à combattre les violations des droits des femmes en ligne. Cette responsabilité, c'est celle de tout faire pour soutenir et protéger les acteurs humanitaires qui portent secours aux civils, comme ce fut le cas pour les Arméniennes et les Arméniens déplacés de force après l'attaque de l'Azerbaïdjan. Cette responsabilité, c'est celle aussi d'adapter les enceintes multilatérales aux enjeux et aux réalités d'aujourd'hui pour consolider leur légitimité. Et donc celle d'élargir le Conseil de sécurité en soutenant l'entrée de l'Inde, du Japon, du Brésil et de l'Allemagne, mais aussi une présence africaine. Et celle d'affronter la menace climatique et environnementale qui touche tout le monde et qui affecte particulièrement l'Europe. C'est pour ça que nous protégeons les poumons de notre planète, et notamment les océans. La France a joué un rôle déterminant dans la conclusion de l'accord BBNJ, et je veux saluer l'action des parlementaires présents dans cette commission, qui ont eux aussi porté ce sujet de toute leur force. Elle renforcera encore cette ambition à Nice, où elle organisera la conférence des Nations Unies avec le Costa Rica. Enfin, c'est la responsabilité de soutenir nos partenaires qui subissent de plein fouet cette crise climatique et souvent en même temps la crise de la dette. C'est pourquoi la France a accueilli en juin 2023 un sommet pour un nouveau pacte financier mondial, le pacte pour les peuples et la planète, déjà endossé par 66 pays. Contre tous les vents contraires, contre le surgissement de la violence et de la brutalité dans les relations internationales, la voix de la France ne variera ni ne faiblira.
Il y aurait beaucoup d'autres sujets d'actualité à évoquer, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, mais je veux en venir à présent à la présentation du budget de mon ministère tel qu'il vous a été soumis par le gouvernement et sous réserve de son adoption définitive. Comme vous le savez, ce budget devait connaître, entre 2024 et 2027, une hausse importante, historique, de ses moyens pour réarmer et moderniser la diplomatie, mais aussi pour porter nos objectifs en matière d'aide publique au développement. Dans le contexte budgétaire que vous connaissez, le plafond des crédits du ministère a été révisé à la baisse, comme c'est le cas pour la plupart des ministères, y compris ceux bénéficiant de lois de programmation. Mon ministère continue donc d'apporter sa contribution à l'objectif de maîtrise des finances publiques fixé par le Premier ministre. Et vous m'aurez entendu dire « continue », car comme vous le savez, le ministère a pris une part significative dans les annulations de crédits et dans les surgels décidés par le précédent gouvernement en février et juillet dernier. Le montant total de ces coupes, donc on parle de 2024 et non pas du budget de 2025, est de 880 millions d'euros, soit 12,5% de notre budget pour l'année 2024. Les 3/4 de ces économies ont concerné le programme 209, qui porte nos moyens d'aide publique au développement et qui a été ramené à son niveau de 2021. Les coupes ont porté en grande partie sur l'aide projet, c'est-à-dire notre soutien bilatéral à travers des projets en dons. Nous avions évidemment veillé à ne pas créer d'impasse, notamment pour l'Agence française de développement. Nous avons également, dans une moindre mesure, dû réduire les contributions volontaires que nous versons aux entités des Nations Unies pour conduire des projets sur des secteurs prioritaires, ainsi que les moyens de la provision pour risques majeurs, qui nous permettent de débloquer rapidement des fonds pour apporter un soutien aux pays subissant des crises aux conséquences humanitaires d'ampleur. Nous avons veillé à préserver des instruments qui ont fait preuve de leur efficacité, je suis toujours en 2024, notamment les fonds Équipe France, qui permettent à nos postes à l'étranger de conduire des projets de montant limité, mais à forte valeur et visibilité politique. Au sein de la mission Action extérieure de l'État, le second programme porté par le premier programme, par le ministère, le programme 105, Action de la France et de l'Europe dans le monde, a été affecté par les coupes, 153 millions d'euros au total. Dans ce contexte, ce sont les chantiers de réforme et de modernisation visant à rendre notre diplomatie plus agile qui ont été protégés en priorité. Ces chantiers sont issus des recommandations formulées dans le sillage des États généraux de la diplomatie, regroupés dans un agenda de la transformation. Ils mobilisent l'ensemble de mes services depuis plus de 18 mois et leur mise en œuvre est impressionnante. Le taux de réalisation des recommandations de ces États généraux est actuellement de plus de 80%. Nous avons fait le choix de préserver les crédits qui y concourent, tout particulièrement ceux concernant le numérique et la sécurité diplomatique. Sur le programme 185, Diplomatie culturelle et influence, les annulations de crédits ont été principalement portées sur les subventions aux opérateurs au profit des actions au service de notre politique d'influence et notamment l'augmentation du nombre de boursiers étrangers ou le soutien aux réseaux culturels et de coopération. Nous aurons l'occasion de revenir de manière plus approfondie sur les choix qui ont été opérés sur les crédits 2024 au printemps prochain, lors du printemps de l'évaluation. J'en viens maintenant au projet de loi de finances 2025. Le budget 2025 du ministère prévu par le PLF confirme globalement les économies opérées en 2024 et prévoit une économie additionnelle de 200 millions d'euros. En volume, le plafond ministériel est de 5,7 milliards d'euros en crédit de paiement, soit une diminution d'1 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale de 2024. Et pour le redire, on revient à peu près à l'étiage de la loi de finances initiale de 2021. Constatez que le ministère est appelé à contribuer de manière conséquente à l'effort de redressement de nos finances publiques. Dans ce cadre, nous procéderons avec méthode pour préserver nos chantiers et nos actions prioritaires. Et dans ce contexte, je serai guidé par 3 critères. 1. Préserver les actions et leviers qui sont les plus décisifs pour nous permettre de porter la voix singulière de la France dans le monde. Cela passe évidemment par notre réseau diplomatique à l'étranger, les moyens qui sont à sa disposition, mais également par les leviers d'action tels que notre capacité à agir au cœur des crises, en soutien aux populations en détresse et à leurs autorités sollicitant de l'aide. 2. Préserver les leviers qui agissent directement sur le quotidien de nos compatriotes. Je pense évidemment aux 2,5 millions de Français établis à l'étranger qui trouvent comme interlocuteur pour toute étape de vie ou démarche administrative nos services consulaires, mais pas uniquement. Je pense à l'action décisive que met notre ministère pour préserver la sécurité des Français, répondre aux défis migratoires, protéger et renforcer notre souveraineté économique, notre tissu industriel et nos emplois. Et puis troisièmement, veiller à ce que ces contraintes budgétaires ne conduisent pas à l'abandon des investissements qui permettront de rendre notre administration et notre diplomatie plus innovantes, créatives et efficaces. Je donne un exemple, la montée en puissance de notre académie diplomatique et consulaire qui sera chargée de projeter encore davantage l'inventivité et l'excellence française dans notre action à l'étranger. Voilà la méthode
qui sera la mienne pour opérer les choix nécessaires alors que nos moyens diminuent, des choix auxquels vous serez évidemment étroitement associés. Je vais ainsi vous présenter les moyens prévus par le projet de loi de finances 2025, en commençant par les crédits dédiés à nos effectifs. Les dépenses de personnel qui représenteront plus de 1,15 milliard d'euros, soit des crédits en hausse de 2,5 milliards d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024. La mesure la plus importante à mes yeux dans ce domaine est la création de 75 nouveaux ETP qui s'ajoutent aux 265 créés sur la période 2023-2024. Certains estimeront peut-être que le compte n'y est pas, puisque les engagements qui avaient été pris ou évoqués, c'était une trajectoire de 700 ETP d'ici 2027, dont 150 ETP en 2025. Dans le contexte que nous connaissons, la préservation de la création de ces 75 ETP constitue une marque de confiance dans notre diplomatie, et ce d'autant plus qu'il est prévu 200 créations supplémentaires d'ici 2027. Il y a là, et je sais que vous en avez conscience, une rupture claire dans la durée avec les années d'érosion de nos moyens qui ont conduit à plus de 3000 suppressions d'ETP entre 2006 et 2021. Et je serai particulièrement attentif, je sais que vous le serez aussi, à ce que ces 75 ETP viennent renforcer les effectifs dédiés à nos priorités de politique étrangère, notamment dans le réseau à l'étranger et à la poursuite de la mise en œuvre de l'agenda de transformation. Avec ces 75 ETP, le plafond d'emploi est ainsi porté à 13 892 emplois. 13 892, certains ici trouveront que ce n'est pas assez, d'autres que c'est un peu trop. C'est l'équivalent des moyens humains de la métropole de Toulouse. Et c'est avec ces moyens humains que nous assurons le fonctionnement de plus de 170 postes diplomatiques à travers le monde. J'en viens maintenant aux 4 programmes principaux dont le ministère a la charge, en commençant par le programme 105, Action de la France en Europe et dans le monde. Comme vous le savez, ce programme rassemble les moyens de notre action diplomatique et les crédits de fonctionnement des ambassades et des consulats. Il porte aussi le financement de plusieurs contributions obligatoires de la France à l'international, telles qu'au système des Nations Unies ou à la Facilité européenne de paix. Les crédits consacrés à ces contributions internationales et aux opérations de maintien de la paix s'élèvent à 820 millions d'euros. Ils sont en baisse de 110 millions d'euros par rapport à 2024, mais cela s'explique par des facteurs externes, comme la diminution mécanique de notre contribution à la Facilité européenne pour la paix et la baisse mécanique de notre quote-part au budget régulier des Nations Unies. S'agissant des sommets internationaux qui se tiendront en 2025, 25 millions d'euros de crédits exceptionnels permettront d'assurer l'organisation notamment des 2 grands sommets, celui pour l'intelligence artificielle et celui que j'ai cité sur les océans. En second lieu, les moyens dévolus à la poursuite de la mise en œuvre de cet agenda de transformation que j'évoquais tout à l'heure voient leur ambition réduite mais préservée, afin de moderniser et renforcer notre action. Nous maintenons le budget de la direction du numérique par rapport à la loi de finances initiale 24 avec 58 millions d'euros pour continuer à accompagner les évolutions des métiers de la diplomatie et mettre en œuvre des technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle au service d'une plus grande efficacité. Les crédits dédiés à la sécurité sont stabilisés pour ce qui concerne l'administration centrale, renforcés s'agissant de nos emprises diplomatiques et consulaires, avec une hausse globale de 2,6 millions d'euros. Nous poursuivrons ainsi le renforcement de la protection de nos ambassades les plus exposées et l'achat de véhicules blindés, mais avec des moyens plus importants, nous aurions sans doute pu faire plus sur ce sujet. Les moyens alloués à la direction des ressources humaines, hors dépenses de personnel, augmentent de 1,5 million d'euros, notamment pour assurer la montée en puissance de cette académie diplomatique et consulaire que j'évoquais. J'en viens maintenant au programme 151, les crédits consacrés à nos ressortissants établis hors de France et de passage à l'étranger à travers l'action consulaire. En 2025, les crédits du programme connaissent une baisse de 5% par rapport à la LFI 2024 pour s'établir à 156,9 millions d'euros. En cohérence avec le projet de modernisation de l'administration consulaire, les moyens consacrés aux projets prioritaires sont renforcés. Ainsi, la finalisation du registre d'état civil électronique qui permettra la production dématérialisée d'actes d'état civil et qui est prévue pour la fin de l'année 2025. En outre, nos services travaillent au développement d'une nouvelle solution de vote par Internet, plébiscitée par les électeurs lors des élections législatives. Et je termine en évoquant le projet de modernisation par la mise en œuvre du service France consulaire de réponse téléphonique aux ressortissants français de l'étranger. Ce service, dont le périmètre s'était élargi à 60 pays cette année, achèvera son déploiement en vue de la couverture mondiale à l'horizon fin 2025. S'agissant des dépenses du programme 151 hors projet de modernisation, elles sont en légère baisse. Il y a, vous les connaissez, l'enveloppe pilotée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la EFE, concerne les aides à la scolarité et s'établit à 111 millions d'euros
principale dépense du programme, puisqu'elle en représente 71%. Ces aides continueront de permettre à nombre d'élèves à travers le monde d'accéder à nos lycées, outil fondamental de notre politique d'influence. Elle est complétée par une enveloppe de 2 millions d'euros consacrée à la poursuite de l'accompagnement des élèves en situation de handicap. Donc il y a l'AEFE, mais il y a, comme vous le savez, ensuite, dans ce programme 151, les crédits consacrés à l'action sociale de nos postes qui s'élèvent dans la copie que vous avez sous les yeux à près de 20 millions d'euros, dont 15 millions d'euros en aide directe. Troisième programme, le 185, celui qui est consacré à notre diplomatie culturelle et d'influence. Ces crédits s'établissent en 25 à 675,9 millions d'euros, soit une baisse de 6,3% par rapport à la LFI 2024, un retour à son niveau de 2023. Nous continuerons la mise en œuvre de notre feuille de route en matière d'influence en priorisant l'Europe, l'Afrique et l'Indo-Pacifique. Plusieurs actions œuvreront au rayonnement de la France à l'international. D'une part, grâce aux moyens alloués aux bourses de mobilité étudiante, dans un contexte de compétition internationale accrue, la politique d'attractivité étudiante entreprise ces dernières années se poursuit en 2025. J'en ai exposé tout à l'heure l'utilité pour notre pays. Pour cela, la dotation de 70 millions d'euros en 24 est maintenue en 25 afin de contribuer à promouvoir l'attractivité universitaire et scientifique de la France à l'étranger. Nous nous efforcerons de poursuivre l'action en faveur de l'objectif de doublement des bourses à l'horizon 27, malgré les moyens plus limités qu'initialement prévus. D'autre part, à travers les établissements à autonomie financière, les EAF, dont la dotation de fonctionnement est préservée à hauteur de 45,7 millions d'euros. En outre, si, comme en 2024, l'ensemble des opérateurs a dû être mis à contribution par une légère diminution de leur dotation, les moyens consacrés à l'influence et à notre diplomatie culturelle garantissent l'inscription dans la durée de cette politique de rayonnement. J'en viens au quatrième programme, celui qui est le plus affecté par les baisses, qui est le programme 109, l'aide publique au développement. Et le programme 110 qui est en tutelle partagée, si je puis dire. Sur le périmètre des programmes 209 et 110 qui portent nos principaux crédits, la mission APD avait vu ses moyens doubler entre 2017 et 2024. Ces moyens connaîtront en 2025 une baisse de 1,4 milliard d'euros par rapport à la loi de finances initiale 2024. Cela confirme les économies demandées en 2024 et en demande de nouvelles. Programme 209, consacré à la solidarité avec les pays en développement, est le principal mis à contribution. À ce stade, 857 millions d'euros de baisse par rapport à la LFI 2024, ce qui le ramène globalement à son niveau de 2021, avec 2,4 milliards de crédits de paiement en baisse de 26%. Cela va nous demander de prioriser nos engagements tout en cherchant à préserver notre place parmi les principaux acteurs de la solidarité internationale. C'est une équation exigeante, mais nous tâcherons d'essayer de la résoudre. J'insiste, notre capacité à apporter une réponse d'urgence lors du déclenchement de crises aux conséquences humanitaires graves doit demeurer un volet prioritaire de notre action. Les crédits dédiés à l'aide humanitaire s'élèveront donc à 500 millions d'euros en 2025, un montant qui sera diminué par rapport à 2024, qui prévoyait près de 900 millions d'euros début 2024. Nous espérons des débats parlementaires le maintien de la provision pour crise majeure, celle qui nous a permis d'agir face aux crises dans des délais très courts. Puis en matière bilatérale, certes, l'ambition sera revue, mais les ambassades pourront encore lancer des projets via les fonds Équipe France que j'évoquais tout à l'heure, un outil qui a fait la preuve de son efficacité. Les moyens attribués à des opérateurs pour mettre en œuvre des objectifs spécifiques, tels qu'Expertise France pour déployer un réseau d'experts techniques internationaux ou à l'international, ou encore France Média Monde pour lutter contre la désinformation, seront préservés et donc en hausse en 2025. Les crédits délégués à l'Agence française de développement, qui constitue le bloc le plus important au sein du programme 109, seront nécessairement impactés par les réductions budgétaires. Les moyens dédiés au projet de l'AFD en subvention connaîtront une baisse d'environ 250 millions d'euros en autorisation d'engagement. Ces réductions seront moindres en crédits de paiement qui sont liés à des engagements contractés lors des années antérieures. Là encore, il faudra prioriser dans la programmation de l'agence sur le plan géographique comme thématique. Enfin, en matière multilatérale aussi, nous devrons prioriser. Ces moyens nous permettent de nourrir nos partenariats avec les agences et organisations des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres organisations multilatérales régionales. Ces moyens garantissent l'influence française au sein des organisations financées. Ils portent des projets qui correspondent aux priorités portées par la France. Cette ligne sera en diminution de 225 millions d'euros en crédit de paiement par rapport à la loi de finances initiale 2024, s'élevant donc à 571 millions d'euros. Cet effort de hiérarchisation et de priorisation, mesdames et messieurs les députés de la Commission des Affaires étrangères, j'entends bien vous y associer étroitement et je proposerai au président Bruno Fuchs que nous puissions ouvrir très prochainement un dialogue en ce sens. S'agissant du programme 110, toujours l'aide publique au développement, qui est mise en œuvre par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, il connaîtra une baisse de 617 millions d'euros en crédit de paiement par rapport
à la loi de finances initiale 2024, le plaçant à 1,7 milliard d'euros, ce qui reste donc une hausse de presque 80% par rapport à son niveau de 2017. Les autorisations d'engagement du programme sont préservées afin notamment de faire face à la reconstitution de l'AID, le fonds de la Banque mondiale dédié aux pays les plus pauvres. Pour finir, 2 programmes complètent la mission d'aide publique au développement. J'ai bientôt terminé. Le programme 370 sur la restitution des biens mal acquis, ainsi que le nouveau programme 384, dont je n'ai aucun doute, nous allons parler, remplaçant le Fonds de solidarité pour le développement. 370, c'est le programme budgétaire sur les biens mal acquis qui a été créé en loi de finances pour 2022. Placé sous la responsabilité du ministère des Affaires étrangères, ce programme vise à restituer aux populations concernées sous forme de projets de coopération et de développement les recettes issues de la cession de biens mal acquis par l'Agence de gestion et de recouvrement des biens saisis et confisqués. En 2025, un montant prévisionnel de 140 millions d'euros est prévu sur le programme. Il permettra de restituer aux populations guinéo-équatoriales et nigérianes des biens saisis. Et j'achève ma présentation de la mission APD en évoquant le Fonds de solidarité et de développement, programme 384, auquel nous sommes tous attachés. Il s'agit en effet d'un dispositif de financement innovant qui permet de dégager des ressources supplémentaires pour l'APD grâce à l'affectation du produit de la taxe de solidarité sur les billets d'avion et à une fraction de la taxe sur les transactions financières. Comme vous le savez, les dispositions de la loi organique du 28 décembre 2021 ont rendu nécessaire une évolution de ce dispositif. Nous avons mené avec la Direction générale du Trésor et la Direction du budget une analyse juridique détaillée qui a été confrontée à l'avis du Conseil d'État. Cette analyse nous a conduit à retenir parmi les options envisageables celle de la rebudgétisation des 2 taxes, couplée à la création d'un programme ad hoc, le programme 384, que nous avons dénommé Fonds de solidarité de développement, pour marquer sa continuité avec le dispositif applicable jusqu'à la fin de cette année. Ce programme sera doté de crédits à hauteur de 738 millions d'euros, soit exactement le même montant que celui correspondant jusqu'à présent aux sommes provenant de la taxe de solidarité sur les billets d'avion et la taxe sur les transactions financières qui étaient affectées. Je précise que ce programme sera exempt de toutes les mesures de régulation budgétaire mises en réserve initiale sur gel. Il s'agit donc d'une ressource disponible exactement au même niveau qu'actuellement. Je redis de la façon la plus claire possible au nom du gouvernement pour répondre à d'éventuelles et légitimes inquiétudes. La ressource du FSD sera maintenue dans la durée au même niveau qu'aujourd'hui. Le principe de l'affectation des taxes demeure donc politiquement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, pardon pour cette présentation un peu longue, mais je crois qu'il était important que je puisse le faire devant vous. Vous pouvez compter sur ma détermination pour assurer la meilleure utilisation possible des moyens qui nous sont alloués. Je vous remercie de votre attention et me tiens à disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci pour ces éclaircissements, souvent très très précis. Merci également pour la méthode que vous proposez de collaboration avec cette commission. Et dans un budget de rigueur, je pense que vous avez bien expliqué qu'il ne s'agit pas de réduire du même pourcentage l'ensemble des actions de la France, mais qu'il y a des choix qui ont été opérés. Et je pense que les commentaires et la créativité, les propositions des membres de la commission permettront d'enrichir votre réflexion et peut-être de compléter les propositions que nous ferons pour le projet de loi de finances 2025. La parole à présent est au groupe. Je vais passer la parole à Bertrand Bouix pour le groupe Horizon et Indépendants pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans le contexte international que nous connaissons, évolutif chaque jour et de plus en plus préoccupant, il est essentiel que la France soit capable de s'adapter plus rapidement au changement du monde. À ce titre, la loi de programmation militaire constitue un rempart pour la protection des intérêts de la France, tout comme l'Europe de la défense qui doit progresser afin de renforcer notre sécurité commune. L'accélération et la multiplication des crises à travers le monde, et vous l'avez souligné dans votre intervention, en particulier à proximité de nos frontières, en Ukraine et au Proche-Orient, nous démontrent qu'il est nécessaire de mobiliser tous les moyens possibles pour que la France puisse coopérer pleinement avec ses partenaires européens. Face à ces défis mondiaux, seul un engagement fort et une collaboration étroite au sein de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe permettront de renforcer notre sécurité, d'assurer la stabilité régionale et de défendre nos valeurs communes sur la scène internationale. Dans cette période de rigueur budgétaire, Monsieur le Ministre, pour notre pays, il est important que nous puissions pleinement soutenir l'Ukraine, dont la victoire doit être assurée dans ce conflit. Aussi, au nom du groupe Horizon, je souhaitais vous entendre, Monsieur le Ministre, sur ce sujet.
quel impact les économies prévues par la France pourraient avoir sur nos actions humanitaires et diplomatiques en faveur de Kiev, et comment garantir que ces efforts essentiels ne soient pas compromis? Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Première réponse sur un format identique, mais peut-être avec un peu plus de delta que pour les questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le député, le soutien de la France à l'Ukraine a été constant depuis 2 ans et demi. Je l'évoquais, c'est une question de sécurité pour nous autres Européens. C'est une question, s'agissant de l'humanitaire, c'est une question morale, de soutien à des populations civiles qui sont extrêmement durement éprouvées par les frappes constantes de la Russie depuis 2 ans et demi. Et puis c'est une question de garantie de l'ordre international fondé sur le droit. Nous avons, sur le plan militaire, apporté à l'Ukraine un certain nombre de garanties qui ont été consacrées dans un accord signé avec l'Ukraine au printemps dernier, qui a donné lieu d'ailleurs à un débat au Parlement et qui se traduit aujourd'hui très concrètement par de la formation d'une brigade. Et le président de la République, le ministre des Armées se sont rendus à la rencontre des 2300 militaires ukrainiens formés sur le territoire national. Et puis la poursuite du transfert de matériel. S'agissant du soutien civil et humanitaire à l'Ukraine, il continuera sur le même registre que ce que nous avons fait depuis 2 ans et demi. La semaine dernière, nous annoncions, ce n'est pas toujours des grosses annonces, ce n'est pas toujours des mesures qui sont extrêmement coûteuses, mais elles peuvent être aussi très pertinentes, utiles et envoyer un message important. Je le dis de l'annonce que nous avons faite il y a 10 jours de la création de 2 centres destinés à accueillir les enfants traumatisés ou les enfants déportés de l'Ukraine. Nous avons un peu plus tôt dans l'année annoncé la création d'un fonds de 200 millions d'euros visant à accompagner l'investissement des entreprises européennes en Ukraine, qui vient d'être ratifié par le Parlement ukrainien et qui va pouvoir être saisi par les entreprises françaises. Donc vous pouvez compter sur notre détermination pour poursuivre le soutien militaire, même s'il relève en grande partie du budget du ministère des Armées, mais le soutien dans le domaine humanitaire, c'est l'exemple que j'évoquais sur les enfants, et dans le domaine de la reconstruction, avec par exemple ce fonds de 200 millions d'euros qui est maintenant prêt à l'emploi. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à présent pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, Estelle Youssouffa. Ensuite, nous entendrons Jean-Paul Lecoq et Sébastien Chenu. Merci, Monsieur le Président. Je vous présente au nom du groupe LIOT nos félicitations pour votre élection à la tête de notre commission. Et dans la même veine, Monsieur le Ministre, le groupe LIOT vous félicite pour votre nomination au Quai d'Orsay. C'est un peu les chaises musicales. Nous vous souhaitons à tous deux plein de succès dans vos missions. Monsieur le Ministre, vous savez que je porte avec obstination devant notre ministère la question de la revendication comorienne de Mayotte des ingérences étrangères sur mon territoire. Je dénonce ici la relation incestueuse France-Comore, l'inefficacité de notre politique de coopération avec Moroni et l'absence d'efforts de votre ministère pour défendre la reconnaissance de Mayotte française dans les instances internationales. Ma première question concerne l'organisation des Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien qui s'est réunie la semaine dernière pour confirmer que les sportifs mahorais ne pourront toujours pas, aux Jeux de 2025, arborer le drapeau français ni chanter la Marseillaise. Pourquoi la France continue-t-elle de financer avec l'aide au développement les programmes sport et jeunesse des Comores, des Seychelles, de Madagascar ou de l'île Maurice qui refusent de reconnaître Mayotte française? De manière plus large, votre ministère va-t-il revoir son programme d'aide aux Comores alors que depuis l'accord de coopération avec Moroni, les reconduites à la frontière ont baissé, contrairement à ce qui était prévu grâce à cette coopération? Les Comores continuent et augmentent leur pression sur Mayotte et trouvent de nouveaux alliés pour leur propagande d'annexion de notre territoire. Preuve en est l'organisation d'une conférence en Azerbaïdjan au début du mois de septembre, avec la participation d'une délégation comorienne venue vomir sur Mayotte et mettre la France en accusation, comme elle l'a fait, je le rappelle, en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a eu aucune réaction officielle de notre pays.
Monsieur le ministre, qu'allez-vous faire contre les ingérences comoriennes et azerbaïdjanaises à Mayotte? Pour reprendre vos propres propos, allez-vous prioriser et hiérarchiser vos engagements d'aide publique au développement et profiter de leur réduction pour enfin sanctionner les Comores qui sont ouvertement anti-françaises et arrêter l'aide financière au régime corrompu du général Azali? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre, c'est à vous sur ce sujet que la Commission a à plusieurs reprises déjà discuté et sur lequel les parlementaires sont certainement prêts à s'engager à côté, avec vous ou différemment. Mais en tout cas, c'est un sujet, un moment sur lequel il va falloir qu'on prenne des positions. Merci, Monsieur le Président et Madame la députée, pour votre question. Défendre Mayotte, c'est réduire la pression migratoire, comme vous l'avez évoqué en introduction. Vous le savez, nous avons négocié en 2019 un accord qui permet d'opérer 25 000 reconduites par an vers les Comores. Il permet aussi de lutter avec les Comoriens contre les départs de migrants illégaux. Nous en empêchons 6 000 par an. Puis défendre Mayotte, c'est aussi, comme vous l'avez rappelé, défendre la souveraineté française. Et nous sommes mobilisés pour que personne ne conteste le fait que Mayotte, c'est la France. Et depuis 30 ans, aucune résolution de l'Assemblée générale des Nations unies ne remet plus en cause la souveraineté française à Mayotte. Vous évoquez la question de l'aide publique au développement. Je voudrais simplement rappeler que la France met en œuvre aux Comores un programme d'investissement avec un total d'engagement de l'AFD qui atteint 230 millions d'euros en 2024. Cet investissement qui concourt au développement des Comores et à l'amélioration des conditions de vie des Comoriens a pour objectif de réduire l'immigration en agissant sur ces causes profondes. En appuyant les Comores dans le domaine de la santé notamment, nous œuvrons au développement de filières, d'activités génératrices d'emplois durables, de services publics. Et c'est aussi comme ça que nous dissuaderons durablement les départs. Sur le sujet des ingérences étrangères, je vous remercie de le soulever. C'est un sujet que beaucoup de diplomaties autour du monde sous-estiment, mais que nous avons pris à bras-le-corps avec d'abord la création de Viginum, un service placé auprès du SGDSN, dont la spécialité est de détecter et d'attribuer les manœuvres informationnelles, et puis par la création au sein de la direction de la communication et de la presse du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, d'une sous-direction chargée de la veille et de la stratégie. C'est grâce au travail de Viginum et de cette sous-direction, dont une partie des 75 ETP qui vont venir renforcer le ministère, qui seront pour l'essentiel déployés dans le réseau, mais pour quelques unités retenues en centrale, vont venir justement renforcer ces équipes. Mais sur les attaques inacceptables et intolérables de l'Azerbaïdjan à notre encontre. Ces manœuvres, même si vous les avez vues passer, je les ai vues passer, ont toutefois peiné à obtenir une visibilité suffisante dans le débat public numérique francophone pour produire des effets réels sur le bon déroulement des événements, comme l'indique le rapport de Viginum du 13 septembre. C'est la raison pour laquelle, pour ne pas leur faire de la publicité, nous n'avons pas, je dirais au niveau du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et de son porte-parole, réagi publiquement pour ne pas faire une publicité excessive à des manœuvres que nous condamnons et nous dénonçons par tous nos canaux diplomatiques par ailleurs. Merci. La parole est à Jean-Paul Lecoq pour le groupe Gauche démocrate républicaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, le 4 octobre, c'était il n'y a pas longtemps, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu 3 arrêts sur les accords Union européenne-Maroc. La Cour a reconnu que le consentement du peuple sahraoui à ces accords faisait défaut en ajoutant, je cite, « Le Front Polisario est un interlocuteur privilégié dans le cadre du processus mené sous l'égide des Nations Unies au vu de détermination du futur statut du Sahara occidental, auquel votre ministère a répondu qu'il n'entendait pas faire appliquer le droit international et continuera à soutenir le Maroc dans sa politique de colonisation du Sahara occidental. » Y compris le président de la République cet été, en pleine trêve politique comme il l'avait demandé, à donner des gages au Royaume du Maroc. On était 3 groupes du nouveau Front populaire à réagir, mes camarades écologistes socialistes et le groupe communiste, à cette déclaration. Le soutien donc entre pro-colonisation est-il plus fort que le respect du droit international ? En Israël, on condamne 1 fois, on condamne 10 fois, mais on ne sanctionne pas. Alors oui, la France sanctionne des colons, c'est bien,
mais elle ne demande pas que soient jugés les commanditaires des massacres de Gaza, de l'expansion des colonies en Cisjordanie, des attaques ciblées sur la Finule et sur le Liban. Pour sanctionner ces personnes, il faut saisir la justice internationale. Je vous l'ai dit dans l'hémicycle, vous ne répondez pas. Enfin, vous m'avez rappelé l'aide humanitaire envoyée par la France en Palestine et au Liban, et vous l'avez fait encore tout à l'heure, mais ça ne fera pas cesser les attaques. Souvent, on utilise les termes « deux poids, deux mesures ». Et on l'avait fait dans un rapport sur l'ONU, et on avait été inspiré dans ce rapport sur l'attitude de l'Union européenne par rapport à la Russie qui a envahi l'Ukraine, où les sanctions ont été très vite prises, sanctions économiques, sanctions contre les politiques qui avaient pris des décisions. Et on voit que côté Israël, alors on réagit, et moi je réagis aussi, Monsieur le Président, soyez indulgent, parce qu'à chaque fois on nous dit « mais vous ne parlez pas des attaques du 7 octobre, vous ne condamnez pas, etc. » Mais quand on est chronométré dans nos interventions, que ce soit une question d'actualité, on ne peut pas prendre ce temps pour rappeler que le 7 octobre, il s'est passé des choses déplorables, inadmissibles, condamnables, et qu'il faut évidemment en parler. Mais depuis le 7 octobre, et avant le 7 octobre, il s'était passé aussi des choses politiquement condamnables et sur lesquelles il fallait réagir, et que peut-être d'ailleurs ce qui se passait avant le 7 octobre a généré le 7 octobre. Et donc, mais ça, on n'avait pas le droit de le dire, le 7 octobre, souvenez-vous-en. Et donc, aujourd'hui, on a besoin de clarté. Et aujourd'hui, un État mène une politique terroriste qui sème la terreur dans toute la région, qui bombarde aveuglement et tue des civils. C'est contraire au droit de la guerre, c'est contraire au droit international, et il nous faut prendre des sanctions. Ouais, mais justement, j'ai parlé du 7 octobre, ça prend un petit peu de temps. Quant à la suspension des accords commerciaux avec Israël, vont-ils avoir lieu? Non, mais je vais reprendre la parole plusieurs fois, 2 minutes, pour les questions suivantes, parce que l'ordre du jour est chargé. Donc je me inscris déjà pour le coup suivant. C'est-à-dire la semaine prochaine. Non, c'est compris. Bon, merci. Merci. Je vous ai laissé 30 secondes de plus. Voilà. Mais sans porter, bien sûr, d'avis public sur ce que vous avez dit, mais ne pouvez pas invoquer la durée de 2 minutes 30. Quand il y a des choses importantes à dire, on peut le dire en 2 minutes 30. Très bien. Mais vous prendrez la parole tout à l'heure. Voilà. Non, ce que je voulais dire, n'invoquez pas le temps de parole pour ne pas dire des choses qui sont essentielles. Quand c'est essentiel, on trouve toujours le temps dans les 2:30. Voilà. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le député. Donc, le Maroc, les sanctions et la justice internationale. Sur le Maroc, les arrêts récents de la Cour de justice portent sur le traitement spécifique qui doit être accordé aux produits issus du Sahara occidental, qui est en droit international un territoire non autonome. La Cour ne remet pas en cause la possibilité de conclure avec le Maroc des accords applicables à ces produits. Elle pose certaines conditions auxquelles l'Union doit répondre. Bon, nous avons, en réaction à ces arrêts, appelé les institutions européennes et nos partenaires de l'Union à poursuivre les travaux pour renforcer nos échanges, notamment économiques, avec le Maroc et préserver les acquis du partenariat dans le respect du droit international. Ce que le président de la République, mais vous le saviez, M. Lecoq, a écrit à Sa Majesté le roi du Maroc à l'occasion de la fête du trône, c'est que la France est déterminée à accompagner les efforts du Maroc en faveur du développement économique et social du Sahara occidental au bénéfice des populations locales. Sur les sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents, je partage votre préoccupation sur ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie, qui fragilise considérablement la possibilité que nous appelons de nos voeux depuis 1 an d'une solution avec 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité. C'est pourquoi nous avons d'abord, à titre national, désigné 28 individus que nous avons sanctionnés. Et nous avons ensuite, dans une position que je n'hésite pas à décrire comme un pivot au sein des institutions européennes, entraîné l'Europe à adopter 2 trains de sanctions à l'encontre de personnes physiques ou morales associées au mouvement des colons extrémistes et violents. Et aujourd'hui, nous poussons pour l'adoption d'un 3e train de mesures à l'encontre des colons. Mais vous le savez, parce que vous suivez, je le sais, vous suivez attentivement les débats qui ont lieu au niveau européen. C'est un travail de conviction acharné que nous menons pour rallier à nos positions certains États membres qui
je dirais, ne sont pas tout à fait sur les mêmes positions que les nôtres. Quant à l'accord d'association, vous savez que le haut représentant pour la politique étrangère a souhaité en faire une revue, ou en tout cas une revue du respect par les partis et des obligations afférentes à cet accord d'association. Et nous attendons qu'il nous présente le résultat de ce travail. Quant à la justice internationale, et j'en finirai très rapidement, simplement vous dire que là encore, la France est à sa place quand elle défend l'indépendance de la Cour pénale internationale, de la Cour internationale de justice, qui, au moment où elles ont rendu certaines de leurs décisions, ou au moment où leurs procureurs ont pris un certain nombre de décisions, ont été pourtant très fortement attaquées. Merci. La parole est au président Sébastien Chenu, puis Amila Akrafi, puis Mathilde Panot. Sébastien Chenu pour le Rassemblement national. On est toujours dans la procédure tourniquet. Il y a un bureau demain et je dirais un peu les éclairages que le bureau a décidé de donner sur ce sujet. Merci, Président. Oui, Monsieur le Ministre, nous, les réserves que nous manifestons sur la diplomatie française, tant sur le fond que sur la forme, elles sont évidemment liées à celui qui incarne cette diplomatie, qui n'a cessé, à nos yeux, de semer le trouble, d'abîmer et d'affaiblir la voix de la France, c'est-à-dire le Président de la République. Je vous donne plusieurs exemples sur lesquels j'aimerais avoir votre vision des choses. Le dossier ukrainien, d'abord. Emmanuel Macron a semé la confusion en Europe en suggérant l'envoi de troupes occidentales en Ukraine sans consultation préalable. Ça a été rejeté par nos alliés traditionnels, les États-Unis, l'Allemagne. Ça nous a isolés, ça nous a donc affaiblis, ça a affaibli nos positions. Et ça avait été qualifié à l'époque d'ambiguïté stratégique. Ça laisse rêveur. Le dossier africain, en voulant se repositionner au Sahel, il a précipité la déstabilisation de nos relations avec des pays stratégiques comme le Mali et un recul, là encore, de notre influence dans cette région qui maintenant tombe sous la coupe finalement d'acteurs comme celle des milices Wagner. Là encore, quel bilan? Le Liban. Après l'explosion tragique, Emmanuel Macron avait fait beaucoup de communications, de grandes envolées, de grands discours pour promettre des réformes, une nouvelle ère. Là encore, pas grand-chose, voire rien. Le bilan est catastrophique aujourd'hui pour le Liban. Il n'y a pas de solution viable ou durable. Un échec également de la diplomatie personnelle de Jean-Yves Le Drian. Beaucoup de communication, peu de résultats. Et puis Israël, évidemment, malmené, lâché par un discours cynique au moment le plus malvenu qui a abîmé notre image, qui donne un sentiment d'abandon à un pays ami, renforcé par évidemment un discours rapporté aujourd'hui par la presse au Conseil des ministres concernant Israël, qui est loin, je vous le dis, d'être le discours d'un pays ami. Et puis enfin, la réforme dramatique du corps diplomatique. C'est l'un des coups les plus durs portés à notre influence internationale en supprimant le corps des diplomates de carrière via la réforme de la haute fonction publique. Le président de la République a ouvert la porte à la nomination de fonctionnaires sans expérience spécifique dans des postes diplomatiques clés. Là encore, affaiblissement de notre influence. Deux questions. Monsieur le ministre, quelle est la stratégie de votre gouvernement pour restaurer notre influence dans les dossiers cruciaux que sont ceux de l'Ukraine, du Sahel, du Liban, d'Israël? Et quelle est votre vision pour compenser les effets désastreux de la réforme du corps diplomatique sur la politique étrangère de notre pays? Ok, je crois qu'il n'y a pas de temps de réponse, Monsieur le Ministre. On va donc faire une suspension de séance à la demande de je vous répondrai, monsieur. Voilà. Je reste là. Il y a un vote solennel. Donc à la demande d'une partie importante de la commission,
Et ensuite, si vous le voulez bien, 2 éléments. On va donner la parole après à Michel Herbillon, qui est déjà là et qui a un rendez-vous politique dans très peu de temps. On arrange un peu l'agenda comme on peut. Et puis à 19h moins quelques minutes, le ministre doit partir. Donc on fera le nombre d'intervenants qui sont inscrits, mais certainement pas les représentants des groupes sûrs. Mais après, les individuels, je ne suis pas sûr qu'on ait le temps pour beaucoup d'interventions, malheureusement. On aura l'occasion et le plaisir de revoir le ministre rapidement. Monsieur le ministre, sur la réponse à Sébastien Chenu. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Aux questions posées par Sébastien Chenu, quelques éléments de réponse. D'abord, sur le changement de posture de la communauté internationale initiée par la France au sujet de l'Ukraine lors de la conférence qui s'est tenue à l'Élysée le 26 février dernier. Ce qui a été acté, c'est que désormais, les alliés de l'Ukraine cesseraient d'expliciter, de rendre publiques les lignes rouges, ce qu'on a appelé l'ambiguïté stratégique, de manière à ne pas donner le sentiment à Vladimir Poutine qu'il pouvait indéfiniment tester la résistance des alliés de l'Ukraine. Et cette posture a été très favorablement accueillie par tous les pays du flanc oriental de l'Europe dans un premier temps, et puis par un certain nombre de partenaires ensuite. Sur le dossier africain et les États du Sahel, la succession des crises politiques et la dégradation continue de la situation sécuritaire nous ont effectivement contraints à suspendre une partie de notre coopération, dont l'aide publique au développement, à l'instar de nombre de nos partenaires, mais nous maintenons toutefois notre aide humanitaire aux populations premières victimes de la crise en cours. Et nous maintenons aussi nos efforts diplomatiques. Et je voudrais signaler à la Commission, dont certains membres ont pu le savent très bien, lors du sommet de la francophonie, nous avons obtenu de la part de la Guinée un chronogramme, c'est-à-dire une feuille de route, la mettant sur les rails d'une trajectoire, disons, démocratique, en contrepartie de la levée de sa suspension de l'OIF. Et donc, par la diplomatie, nous tentons d'obtenir de la part d'un certain nombre de ces pays une évolution favorable. Sur le Liban, je voudrais là encore m'inscrire en faux. Je crois que la France, du fait de son histoire ancienne avec le Liban, du fait du rôle qu'elle a joué ces dernières décennies, en se plaçant toujours du côté de la souveraineté et de l'unité libanaise, a un rôle à jouer et qui est attendu non seulement par le peuple libanais, mais par les partenaires de la région. Et c'est pourquoi, lorsque nous avons proposé d'organiser à Paris la conférence internationale de soutien, les partenaires s'y sont ralliés très naturellement. Sur la réforme du corps diplomatique, je crois que, là encore, il ne faut pas... je dirais, déformer la réalité. La réalité, c'est que désormais, les premières nominations d'ambassadeurs sont soumises à des critères de compétences et de qualité qui ne prévalaient pas auparavant. Puis sur la question Israël, j'y reviendrai peut-être dans d'autres questions, car je viens au bout du temps qui m'était alloué. Merci, Monsieur le ministre. Peut-être pour la présidente Panot et pour Madame Lacrafi, Monsieur Herbillon étant là depuis un petit moment et ayant un rendez-vous impératif, si vous êtes OK avec ça, je propose s'il n'y a pas de motion de rejet sur cette proposition de fluidité, Michel Herbillon, à une condition, c'est que vous respectiez les 2 minutes 30, ce n'est pas toujours le cas. Oui, je remercie mes collègues de leur bienveillance. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, je vous remercie de votre présence devant notre commission aujourd'hui dans un contexte international particulièrement tendu et nous avoir fait part de votre analyse de la situation depuis votre nomination. Je vous remercie également pour votre présentation du budget de votre ministère pour l'année 2025 qui s'inscrit dans un climat difficile pour nos finances publiques. Malgré les très fortes contraintes auxquelles le nouveau gouvernement fait face, il est proposé que le Quai d'Orsay soit doté d'un budget de 5,7 milliards, soit un budget légèrement supérieur à celui de la loi de finances initiale de 2023, hors aide publique au développement. Aussi, il est proposé la création de 75 ETP supplémentaires et je veux vraiment saluer et soutenir ce choix dans un moment où notre diplomatie ne peut s'affaiblir. Et je veux saisir cette occasion pour saluer les agents du ministère et des opérateurs.
ce qui représente près de 20 000 EPT. Je veux les remercier et les féliciter pour leur action quotidienne pour porter et défendre la voix de la France partout dans le monde. Au nom du groupe de la droite républicaine, je veux exprimer notre soutien à cette proposition de budget empreinte de responsabilité qui, malgré les contraintes budgétaires, préserve le Quai d'Orsay et lui permet de poursuivre son action et ses services auprès de nos concitoyens. Pour l'année 2025, le montant de l'aide publique au développement demeure à un niveau très élevé avec 5,2 milliards en intégrant les crédits liés au ministère de l'économie. À ce sujet, le groupe de la droite républicaine défend depuis longtemps la mise en œuvre de la conditionnalité de notre APD en fonction du taux de délivrance des laissez-passer consulaires, document impératif pour exécuter les OQTF. Allez-vous, Monsieur le Ministre, introduire cette conditionnalité et par ailleurs veiller à ce que notre APD ne finance plus des projets dans des pays qui se montrent hostiles à la France? Aussi, j'ai pris bonne note de l'inscription de crédits et d'ETP en vue de la mise en œuvre de la commission d'évaluation de l'APD que notre commission, vous le savez, appelle de ses voeux depuis longtemps et qui n'est toujours pas mise en œuvre. Pourriez-vous nous indiquer quand cette commission verra le jour? Enfin, troisième question, je souhaite vous interroger concernant le soutien de la France aux opérations de maintien de la paix. J'ai noté que notre contribution de soutien à la FINUL baisse d'environ 500 000 €. Compte tenu de la situation sur place, allez-vous réévaluer ce montant en lien avec nos partenaires? Merci, Monsieur le Vice-président. Monsieur le ministre, tout à fait. Merci, Monsieur le ministre. C'est à vous. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Herbillon, d'abord, je voudrais vous remercier pour l'hommage que vous avez rendu aux agents de ce ministère qui exercent parfois courageusement leur mission au quotidien face aux grands bouleversements du monde. Sur la commission d'évaluation de l'APD, je l'évoquais tout à l'heure, j'ai vérifié avant de vous rejoindre ici en commission. Nous sommes presque au bout du chemin. Il reste un décret à finaliser, mais je veillerai très attentivement à ce que ce décret puisse paraître le plus rapidement possible. C'est d'ailleurs l'esprit dans lequel le Premier ministre s'est placé lorsqu'il a invité le Parlement, mais aussi le gouvernement, à faire œuvre d'exigence au travers de l'évaluation. Sur le soutien de la France aux opérations de maintien de la paix, elle diminue en tendance dans le budget, mais s'agissant du Liban, je ne crois pas que les 500 000 € que vous avez en tête concernent la FINUL directement, puisque pour le coup, la FINUL, et c'est la position du gouvernement, reste en place et doit le rester aussi longtemps que nécessaire, ne serait-ce que pour préparer la stabilisation et la sécurisation du sud du Liban au moment où le cessez-le-feu interviendra. S'agissant ensuite des liens entre notre politique migratoire et notre politique d'aide au développement, les conclusions du Conseil présidentiel du développement et du Comité interministériel de la coopération internationale et du développement, le CICID de 2023, consacrent la lutte contre l'immigration irrégulière et les filières clandestines comme l'un des 10 objectifs prioritaires de notre politique d'investissement solidaire et durable. Alors, là-dessus, plusieurs remarques. Je veillerai, que ce soit sur le levier aide publique au développement ou tous les autres leviers sur lesquels le ministère a un regard, que ce soit la question des relations commerciales, la relation de notre politique consulaire, de faire en sorte que cette attente, cette préoccupation majeure des Français soit dûment prise en compte. Je voudrais simplement partager quelques points de vigilance. Le premier, c'est que s'agissant de l'aide publique au développement, nous aurons peut-être à l'avenir, et je sais qu'il y a d'autres questions liées à celle-là, et notamment celle de la participation des entreprises françaises aux projets financés par l'AFD. Comme vous le savez, l'aide publique au développement est par nature inconditionnelle, ce qui fait que lorsque l'OCDE comptabilise la part de notre budget en proportion du PIB que nous consacrons à l'aide publique au développement, dès que nous lions de l'aide publique au développement à la participation d'entreprises françaises, à des objectifs en matière de réadmission par exemple, l'OCDE cesse de considérer cette aide publique au développement comme une aide publique au développement, et ce qui nous éloigne de nos objectifs. Je le dis simplement parce que c'est de la comptabilité, mais c'est de la comptabilité avec une dimension politique. Ensuite, il faut approcher ces questions, et notamment pour obtenir le maximum d'efficacité sur les questions de réadmission, d'une manière
partenariale englobant l'ensemble des dimensions et l'ensemble des leviers dont nous disposons. Pourquoi ? Parce que si nous le faisons de manière trop, je dirais, bête et méchante, comme ça a pu être le cas par le passé avec la politique des visas, on voit bien qu'elle peut être soit contournée en passant par d'autres pays européens, ou qu'elle peut être vécue de manière, je dirais, négative par les pays en question qui, au lieu de coopérer, se mettent à se braquer. Mais comptez sur nous pour mettre à profit tous les instruments à notre disposition pour répondre à cette préoccupation forte des Français. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Amélia Lacrafi pour Ensemble pour la République. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Ministre, d'être présent et de répondre présent dans cette commission. Nos compatriotes établis au Liban, tout comme les Libanais, vivent, comme vous le savez, une situation des plus anxiogènes, plus qu'aucun endroit du pays du Cèdre ne semble désormais plus épargné par les frappes, à chaque fois plus meurtrières, qu'il s'agisse du centre de Beyrouth ou du nord du pays. Même la FINUL, qui compte, je le rappelle, 700 Français, se trouve mise en danger, ce qui en dit très long. Monsieur le ministre, je souhaite saluer ici, moi aussi, les équipes de notre poste diplomatique et du consulat général à Beyrouth qui sont pleinement mobilisées pour répondre au mieux à la situation et aux détresses de nos compatriotes sur place. Je salue le fait que vous soyez, dès votre nomination, saisis de ce dossier. De même que je salue la présence de la semaine dernière de notre ministre déléguée, Madame Sophie Primas, à l'arrivée des ressortissants français, ce qui a été très apprécié. Je salue enfin le travail exceptionnel du centre de crise et de soutien de votre ministère, dont la mobilisation est absolument admirable. Et je pense qu'on les saluera jamais assez. Monsieur le ministre, la situation est bien sûr évolutive et il est entendu qu'on ne peut peut-être pas tout rendre public. Mais pour rassurer nos compatriotes établis au Liban, que pouvez-vous nous dire ici du dispositif mobilisé actuellement pour leur venir en aide en cas d'escalade supplémentaire ? Par ailleurs, je le dis souvent, mais dans ce genre de circonscription, c'est dans ce genre de circonscription qu'on peut se féliciter des moyens humains et matériels mis en place par la France pour protéger ses ressortissants. C'est tout à fait unique et cela nous honore. Dans la situation budgétaire actuelle aussi, votre ministère va bien entendu contribuer à l'effort de maîtrise des comptes publics. Toutefois, il a été plus que tous les autres ministères contributeurs et a diminué depuis plus de 20 ans. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus acceptable. On dit souvent que le ministère est à l'os. Et je félicite aussi que nous continuions de créer des postes. Et ces 75 postes supplémentaires sont très utiles. Et nous allons batailler ensemble pour arriver aux 150 prévus initialement. Je me félicite à la lecture des premiers éléments dont nous disposions que le prochain PLF assure quand même cette trajectoire d'augmentation des équivalents temps plein. Je souhaite aussi vous interroger sur la répartition prévisionnelle de ces créations de postes, en particulier en ce qui concerne le réseau consulaire aussi et le centre de crise qui a aussi, je pense, besoin de suppléments d'ETP. Enfin, Monsieur le ministre, si vous pouviez remettre dans leur contexte ce qui a été dit par le président de la République au Conseil des ministres, qui a été relayé par un grand média français, les propos du président concernant la décision des Nations Unies de la création de l'État d'Israël en novembre 1947, qui semble faire grand bruit. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. C'est à vous pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée, je vais commencer par votre dernière question en rappelant que les propos du Président de la République au Conseil des ministres s'inscrivaient dans un propos général rappelant l'importance pour Israël, comme pour tous les pays, de respecter la Charte des Nations Unies, le droit international et le droit international humanitaire. J'en viens ensuite à vos autres questions, mais avant ça, permettez-moi de vous saluer à mon tour. Et avec vous, les députés des Français établis à l'étranger et qui, dans vos circonscriptions, êtes témoins de crises majeures et acteurs de notre soutien collectif à nos ressortissants. C'est vrai aujourd'hui au Liban, et les représentants de la communauté française que j'ai rencontrés là-bas ont salué votre pleine mobilisation. C'est vrai en Ukraine, Frédéric Petit, c'est vrai au Venezuela, Éléonore Carrois, c'est vrai dans d'autres régions du monde où les parlementaires jouent un rôle important. Le centre de crise est mobilisé en lien étroit avec l'ambassade et suit l'évolution de la situation d'heure en heure. À ce jour, ce sont environ, même si ce sont des chiffres difficiles à établir, 3000 de nos compatriotes établis au Liban qui ont regagné la France, dont
plus de 350 ont bénéficié d'une assistance au retour de la part de l'ambassade en lien avec le centre de crise, soit via des réservations de vols ou de places auprès de la compagnie nationale libanaise, soit avec des vols affrétés par nos soins ou par nos partenaires. Une ligne, je dirais une réponse téléphonique 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 a été mise en place, qui sollicite beaucoup les agents à Beyrouth comme à Paris. Et des renforts de personnel ont été envoyés sur place pour soutenir l'effort de ce poste, qui est l'un des principaux dans le monde pour nous. Voilà pour les dispositifs. Évidemment, aucune décision d'évacuation n'a été prise par la France, mais comme pour beaucoup d'autres situations, nous préparons, le cas échéant, à prendre ces décisions. Vous m'interrogez ensuite sur les ETP qui progressent de 75 dans la copie qui vous est présentée. Aux 2 tiers, ils iront vers le réseau, pour 1 tiers en centrale, avec une partie pour le centre de crise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à la présidente Mathilde Panot pour la France insoumise. Merci, Monsieur le Président. Sur 2 minutes 30, mais on peut lisser sur plusieurs interventions et moyenner dans 2 ou 3 commissions. Mais le ministre partant à 16h45, voilà, j'incite à 18h45 à être... Voilà. Monsieur le ministre, jusqu'où laisserez-vous aller Netanyahou? Des images insoutenables nous arrivent de l'hôpital Al-Aqsa, des Palestiniens brûlés vifs, tués dans leur sommeil par une frappe israélienne sur leur tente. Au Liban, dans les décombres des bombardements incessants de l'armée de Netanyahou, on retrouve parmi les victimes des couches-culottes et des jouets. 1/4 des habitants du pays a pris les routes de l'exil. C'est aux yeux du monde entier que se déploient sans fin ces horreurs qui foudroient notre humanité commune. Jusqu'où laisserez-vous aller Netanyahou, car rien ne l'arrête. Le 9 novembre 2023, il y a alors 11 000 Palestiniens tués. Emmanuel Macron appelle pour la première fois au cessez-le-feu à Gaza. Et vous n'avez rien fait. Le 26 janvier 2024, la Cour internationale de justice rend un arrêt sur le risque génocidaire et émet des mesures conservatoires à l'encontre d'Israël. Et vous n'avez rien fait. Le 29 février 2024, massacre de la Farine. L'armée de Netanyahou tire sur des Palestiniens en attente d'un convoi alimentaire alors que la famine est utilisée comme arme de guerre. Et vous n'avez rien fait. Le 22 mai 2024, il y a 35 000 Palestiniens tués. Netanyahou attaque Rafah, la ligne rouge de Biden, où 1,5 million de personnes sont bloquées. Emmanuel Macron proclame que la reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas un tabou. Et vous n'avez rien fait. Le 30 septembre 2024, Netanyahou envahit le Liban, pays ami de la France. Des ministres israéliens expliquent qu'ils veulent annihiler le Liban jusqu'à qu'il n'existe plus. L'ONU parle d'un autre Gaza et vous n'avez rien fait. Le 6 octobre 2024, il y a au bas mot 42 000 Palestiniens et 2 000 Libanais tués. Emmanuel Macron se prononce pour la première fois pour l'arrêt des livraisons d'armes à Netanyahou et vous n'avez rien fait. Depuis, Netanyahou s'est affranchi du droit international et a décrété persona non grata le secrétaire général de l'ONU sur le territoire d'Israël. Depuis, la force onusienne, la FINUL, a été prise pour cible à 3 reprises. 5 casques bleus ont été blessés. Jusqu'où laisserez-vous aller Netanyahou? Combien de morts de plus? Combien de souffrances infligées encore au peuple palestinien et au peuple libanais pour que vous agissiez? Monsieur le ministre, la responsabilité historique de la France est d'arrêter Netanyahou. La France est respectée lorsqu'elle porte la voix du droit international, de la justice et de la paix. La France est écoutée lorsqu'elle pose des actes en conformité avec ses discours. Quand allez-vous reconnaître l'État de Palestine, décréter un embargo sur les armes, décider de sanctions à l'encontre de Netanyahou, agir pour suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël? Quand allez-vous enfin prendre des mesures contraignantes pour que le cessez-le-feu ne soit plus une parole vaine, mais une réalité concrète? Quand allez-vous cesser de ne rien faire? Monsieur le ministre, la parole est à vous pour Merci, répondre. Monsieur le Président. Madame la Présidente, je partage votre indignation sur la situation des Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, au Liban. Au moment où, à Gaza, des écoles, des hôpitaux sont bombardés et où cette bande de terre est en train de se transformer en un cimetière au bord de la Méditerranée. Mais il est faux de dire que la France, qui, parmi les premières à parler, n'a pas agi. Et si, comme la France, tous les pays du monde avaient pris des initiatives sur le plan humanitaire, si tous les pays du monde, comme la France, avaient pris des sanctions à l'encontre des colons extrémistes et violents, si tous les pays du monde, comme la France,
s'abstenait de livrer des armes offensives à Israël utilisées à Gaza. Si tous les pays du monde, comme l'a fait la France de manière constante, appelaient au cessez-le-feu et votaient les résolutions allant de ce sens au Conseil de sécurité des Nations Unies, si tous les pays du monde, comme la France, appelaient à ce qu'advienne une solution à 2 États, avec un État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël, qui se reconnaissent mutuellement et qui soient reconnus comme tels par leurs partenaires de la région, avec des garanties de sécurité pour chacun. Alors, la situation ne serait pas celle que nous connaissons à Gaza. Nous faisons ce que nous pouvons, la voix de la France est entendue. Elle ne peut pas forcer la main de l'ensemble de ses partenaires, mais elle tente, en joignant les actes à la parole, de se montrer exemplaire et de montrer l'exemple. Si le président m'autorise à reprendre la parole. Bien sûr. Comme je l'ai dit tout à l'heure en réponse à l'un de vos collègues, Jean-Paul Lecoq, sur les sanctions, nous avons pris au niveau national des sanctions visant 28 colons extrémistes et violents, et au niveau européen, nous avons entraîné nos partenaires, qui parfois sont récalcitrants, à adopter 2 trains de sanctions à l'encontre d'entités ou d'individus complices ou acteurs de la colonisation en Cisjordanie. S'agissant de l'accord d'association, ce n'est pas un accord qui nous appartient. Josep Borrell, le représentant pour la politique extérieure, a décidé d'en revoir les clauses et d'évaluer les violations de ces clauses par les parties, en particulier, évidemment, par Israël, le cas échéant. Et nous attendons cette évaluation de la part de Josep Borrell. S'agissant des armes, vous connaissez la position de la France. Et s'agissant de la reconnaissance, l'objectif qui est le nôtre, c'est d'en faire une question collective et mutuelle, de manière à ce que, lorsque la France prendra cette décision, elle entraîne dans son sillage un grand nombre d'autres pays qui reconnaîtront l'État de Palestine et entraîneront des pays qui reconnaîtront également l'existence d'Israël et seront prêts à lui offrir des garanties de sécurité. Notre objectif, c'est bien d'amener la sécurité et la paix durablement dans cette région. Merci, Monsieur le ministre. La parole à présent pour le groupe socialiste et apparenté est à Pierre Pribetich. Monsieur le ministre, pas de politique étrangère sans moyens de puissance, sans crédibilité des dirigeants pour se projeter, pour projeter notre influence, pour promouvoir l'Europe. Une diplomatie efficace, vous le savez, repose sur un pays puissant, une forte cohésion sociale, des finances publiques saines, alors que le quoi qu'il en coûte nous confronte à une alternative douloureuse, soit une thérapie de choc, soit la menace de la tutelle du FMI. Une armée capable, mais surtout un corps diplomatique puissant, alors que sa suppression a affaibli le Quai d'Orsay, le livrant au fait du prince, là où il faisait la fierté et le renom de la France. Mais plus grave, c'est l'oscillation perpétuelle de la France, de la diplomatie française, dont le président de la République reste et demeure le seul responsable. Oscillation en Ukraine, après avoir témoigné d'une complaisance inouïe, le seul à dialoguer avec Poutine durant des mois après l'invasion de l'Ukraine. Emmanuel Macron a basculé dans un autre État, un interventionnisme échevelé, débridé, allant jusqu'à même proposer l'envoi de troupes au sol, prenant même Zelensky, alors que notre aide militaire reste moribonde. Oscillation au Moyen-Orient, provoquant un tollé en Israël en appelant un boycott international des livraisons d'armes à Israël. La veille de la commémoration du massacre du 7 octobre, le même Emmanuel Macron qui proposait il y a 1 an de former une coalition internationale pour lutter contre l'organisation terroriste du Hamas qui continue après les viols, les massacres d'innocents, de détenir 97 otages, hésitant sur une reconnaissance immédiate de la Palestine qui pleure ses trop nombreuses 41 000 victimes innocentes. L'Espagne ouvrant la voie, la France étant à la traîne. Doute face au choix opéré en Afrique de l'Ouest, où l'on se détourne de la France pour se précipiter dans les bras de la Russie et de la Chine. Doute face à notre position sur l'Europe, censée être le phare de son action, mise en scène par le discours de la Sorbonne, qui se matérialise par l'abandon en race campagne de Thierry Breton de notre position européenne face à la vision d'Ursula von der Leyen. Doute enfin sur le budget du gouvernement Barnier envers la politique étrangère
étrangère, qui propose de réduire de manière drastique 1,34 milliard d'euros d'aide publique au développement, alors qu'il faudrait la multiplier pour éviter l'émigration forcée de ces pays en voie de développement. Doute sur notre réaction face aux manœuvres de la Chine encerclant Taïwan, préfigurant une invasion face à la catastrophe humanitaire du Soudan. Faut-il vous évoquer la trop longue liste des foyers de tension? Que comptez-vous, Monsieur le Ministre, impulser comme politique pour redonner de la cohérence, que l'action extérieure de la France soit visible, lisible, compréhensible, et non incompréhensible, illisible, donc invisible? Je me permets, au nom du vice-président Dana David, de dire: peut-on compter sur votre détermination pour sanctuariser le budget de France Médias Monde? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, beaucoup de questions dans votre question. Sur le dernier point, je souhaite pour ma part que la proposition de loi organique qui a déjà circulé avant l'été, la formation du gouvernement, puisse aboutir le plus rapidement possible, de manière à ce qu'il y ait bien une affectation de ressources à France Médias Monde qui garantisse son indépendance, et notamment aux yeux de certains de nos partenaires étrangers, je pense à l'Allemagne, qui sinon priverait la France Médias Monde de ses fréquences. Sur le budget, vous dire que je me réjouis que le budget du ministère soit en baisse, ça serait évidemment un mensonge. Je m'en désole, mais la situation exige de la part de ce ministère comme des autres un certain nombre d'efforts. C'est pourquoi nous avons essayé de prioriser les choses en veillant à ce que d'abord les capacités, je dirais, humaines du ministère soient préservées, ce qui explique une augmentation des ETP, même si j'évoquais qu'elle est en deçà de ce que nous attendions. Préservation des moyens de transformation du ministère, de modernisation de nos services consulaires, de préservation des outils de la diplomatie d'influence. Mais ça signifie effectivement un effort demandé au programme 209, c'est-à-dire à l'aide publique au développement, avec des priorisations à faire. Et comme je disais au Président, je compte vous associer à cette réflexion, à ce travail. J'aurais peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions, ou à toutes les remarques que vous avez faites sur l'oscillation. Je crois que, vous savez, c'est vrai que la voix de la France est souvent et régulièrement attaquée. C'est le cas aujourd'hui au Proche-Orient. Mais pour moi, elle est fidèle à ce qu'elle a toujours été. Et la France pleure les victimes civiles, quelles qu'elles soient. Et la France pleure les victimes du 7 octobre. La France pleure les victimes civiles, les innocents, les femmes et les enfants qui aujourd'hui meurent à Gaza. Et sur l'embargo que vous évoquez d'Israël, le président de la République n'a jamais dit qu'il fallait faire un embargo sur les armes ou qu'il fallait désarmer Israël. Ce qu'a dit le président de la République, c'est la France est indéfectiblement attachée à la sécurité d'Israël. Elle mobilise ses moyens militaires lorsqu'Israël est ciblé par une attaque balistique iranienne. Elle est en première ligne des efforts internationaux lorsque la sécurité d'Israël est menacée par le programme nucléaire iranien. Mais elle appelle au cessez-le-feu parce que dans l'intérêt de la sécurité d'Israël, aujourd'hui, le recours à la force doit céder la place au recours à la diplomatie et au dialogue. Et quand on appelle au cessez-le-feu, bien justement, il faut joindre les actes à la parole, pour reprendre la discussion précédente avec Mme Panot, et donc s'abstenir de livrer des armes offensives aux belligérants. Merci, Monsieur le Ministre. Il reste 2 orateurs pour les groupes et je pense que vu le format, ça va être assez difficile ensuite de passer la parole. On va essayer, mais tout dépend de la capacité du ministre à rester un petit peu plus ou pas. La parole à présent est à Sabrina Sebaï pour le groupe écologiste et social. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais rejoindre les interrogations de ma collègue Mathilde Panot. Dimanche soir, nous avons assisté en direct sur les réseaux sociaux à l'assassinat de Palestiniens brûlant vifs sous les bombardements israéliens dans la cour de l'hôpital Al-Aqsa. Depuis plusieurs mois, nous sommes nombreux et nombreuses à assister au génocide des Palestiniens ciblés sans relâche, y compris dans les zones humanitaires prétendument déclarées sûres par Israël. À l'horreur qui se déroule à Gaza s'ajoute maintenant celle du Liban, où des villages entiers sont rasés par Israël, où plus d'1 million de civils sont déplacés. Nous sommes très nombreux à assister au nombre de morts qui s'accumulent, qui s'entassent comme si leur vie ne valait rien.
Monsieur le ministre, nous sommes habitués à la petite musique que vous rejouez à chacune de nos questions, comme encore tout à l'heure lors des questions au gouvernement. Vous y avez notamment rappelé que la France avait condamné les attaques délibérées d'Israël contre les casques bleus, dont 700 de nos soldats engagés avec la FINUL. Ces condamnations, je peux vous le dire, sonnent creuses et elles le resteront en l'absence de toute sanction. Quelle utilité de condamner sans jamais agir pour s'assurer que de telles attaques ne se reproduiront plus? Nous sommes très nombreux et nombreuses à nous sentir impuissants, alors que la France dispose de tant de leviers pour sanctionner Israël et rendre réels les espoirs de paix. Ce n'est pas suffisant de s'aligner sur les États-Unis en condamnant quelques colons violents. Il y a 700 000 colons installés en Cisjordanie. C'est l'ensemble de ces 700 000 colons qu'il faut condamner. Nous pourrions suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Vous avez évoqué Borrell, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment se positionne la France. Est-ce que nous sommes moteurs pour aller sur la suspension de ces accords? Nous pourrions interdire l'importation des produits issus des colonies, instaurer un embargo sur les ventes d'équipements militaires et de biens civils à double usage. Nous pourrions permettre à la France de retrouver une voix forte sur le sujet, de faire de la paix une réalité, mais pour cela, nous devons être justes et fermes. Monsieur le ministre, je pense à nos 2 compatriotes morts au Liban sous les frappes israéliennes. Je pense aux 2 otages français encore en captivité aux mains du Hamas. Je pense à l'ensemble des victimes, civiles, palestiniennes, israéliennes et libanaises. Mais je crains que toutes nos pensées ne restent vaines tant que la France ne se résoudra pas à prendre des sanctions. Et c'est avec le plus grand des sérieux que je me demande quelle ligne rouge la France s'est-elle fixée vis-à-vis d'Israël? Existe-t-il un quelconque seuil à partir duquel le Quai d'Orsay se décidera à prendre des sanctions? Ou allons-nous simplement continuer à nous habituer à l'horreur des morts et de la guerre en attendant qu'Israël accepte un cessez-le-feu? Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Et Madame la députée, je vais être contraint de revenir aux réponses que j'ai apportées à Madame Panot. Nous avons pris un certain nombre de décisions, s'agissant notamment des sanctions, d'une part à notre niveau, puisque nous étions souverains et nous pouvions le faire par nous-mêmes, avec la désignation et les sanctions visant 28 individus considérés comme des colons, violents ou extrémistes. Et nous avons ensuite déployé une forte énergie pour convaincre un certain nombre de nos partenaires européens d'adopter 2 trains de sanctions à l'encontre d'entités ou d'individus s'étant rendus coupables ou complices de colonisation violente. Nous avons déployé depuis 3 jours une énergie, il faut quand même se le dire, pour convaincre nos partenaires, je ne les citerai pas, mais parmi les plus importants dans cette crise au Moyen-Orient, de la nécessité absolue de dénoncer, de condamner sans aucune espèce de réserve et d'ambiguïté les tirs essuyés par les contingents de la FINUL au Liban. Nous l'avons obtenu au Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne, mais ça n'a pas été facile. Et nous avons dû nous battre jusqu'au milieu de la nuit dernière pour l'obtenir de la part du Conseil de sécurité des Nations unies. Nous avons réclamé chaque semaine une réunion au Conseil de sécurité des Nations unies, une réunion d'urgence au sujet du Liban. Nous activons l'intégralité des leviers dont nous disposons en propre, de nos droits comme membre membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies, comme membre du Conseil de l'Union européenne. Et les mesures que nous pouvions prendre à titre bilatéral, nous les avons prises, mais nous examinons en permanence et nous actualisons cette analyse, toutes les mesures dont nous avons que nous avons à notre disposition pour faire pression sur Israël, parce que nous considérons qu'aujourd'hui, les opérations militaires d'Israël à Gaza comme en Israël, au Liban, sont non seulement, pour certaines d'entre elles, en violation manifeste du droit international humanitaire, mais qu'elles mettent en cause la sécurité d'Israël durablement. Merci, Monsieur le ministre. La parole pour le groupe démocrate à Frédéric Petit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, je voudrais revenir sur des questions budgétaires, sur la diplomatie culturelle et d'influence. Vous l'avez dit, effectivement, il y a une baisse faciale par rapport à la loi de finances initiale de 2024.
Donc nous n'avons pas l'exécution, bien évidemment. Si nous repartons, et vous l'avez signalé, si nous repartons de l'exécuté 2023, nous sommes en hausse, y compris chez les opérateurs. Et je pense que c'est à ça qu'il faut se rallier, c'est-à-dire que nous continuons une progression qui a été entamée dans ce domaine de la diplomatie d'influence il y a quelques années. Cependant, Monsieur le ministre, je voudrais vous alerter sur la chose suivante. Ces opérateurs sont parfois de petite taille. Ces opérateurs sont parfois dans des niches métiers, ce qu'on appelle des niches métiers. Et je voudrais vous alerter sur le fait que réduire, raboter, j'ai écrit qu'on n'avait pas besoin de rabot, on avait plutôt besoin de clés à molette. C'est-à-dire qu'il y a un niveau de rabot dans des petits opérateurs qui sont équivalents à la mort. Tout à l'heure, vous avez eu une question sur France Média Monde. Enlever 2 millions à France Média Monde, c'est quitter 2 ou 3 pays. France Média Monde, ce n'est pas dans votre ministère, mais c'est de l'influence. Nous avons exactement le même problème dans énormément d'opérateurs qui, au maximum, pour les plus gros, utilisent 100, 200, 300 millions d'argent public et qui créent des effets de levier et des effets d'action énormes. Donc, la question, je voudrais vous alerter sur le fait que ces réductions, au bout d'un moment, ne sont plus viables et demandent de se retirer. Nous l'avons, je l'ai dit pour France Média Monde de certains pays, on peut le dire de l'Institut français, on peut le dire d'autres choses, où nous sommes obligés d'arrêter plutôt que de mal faire. Et la question précise que je voudrais vous poser, Monsieur le Ministre, en 2022, votre ministère avait édité et avait diffusé une feuille de route influence qui était l'aboutissement d'un long travail de coopération entre la Commission et le ministère et les différents services. Cette feuille d'influence, avec les différents changements rapides d'assemblée, a été un peu sur la touche. J'aimerais que vous me disiez où vous en êtes et est-ce qu'on pourrait repartir de cet excellent travail que nous avions fait en coopération avec vos prédécesseurs. Merci. Monsieur le ministre, plusieurs questions, mais les 2 dernières sont assez précises. Merci, Monsieur le Président et Monsieur le député. Je vous remercie pour le travail que vous avez réalisé en préparation de l'examen de ce budget du programme 185. Et je vous remercie d'avoir rappelé que même si les crédits prévus sont moins élevés que ceux à quoi on aurait aimé s'attendre, ou on aurait pu s'attendre, ils restent en hausse par rapport à la situation de l'année 2021, par exemple, et ils opèrent une forme de priorisation, une hiérarchisation des priorités qui a conduit effectivement à solliciter les opérateurs, Campus France et l'Institut français, dès cette année à l'occasion des surgels, pour permettre de préserver d'autres éléments constitutifs de cette diplomatie d'influence. J'entends et je fais mien l'argument que vous avez développé sur la nécessité d'éviter le rabot et de veiller à ne pas amener les opérateurs à se retrouver si démunis qu'ils ne feraient plus rien de bien. Je précise que France Média Monde est certes subventionné, mais au titre du programme 209, c'est-à-dire aide publique au développement, mais c'est le ministère de la Culture qui finance France Média Monde pour l'essentiel. Et vous aurez un com à examiner, ou en tout cas un avis sur le com à donner tout prochainement. Et puis enfin, sur la feuille de route influence, on poursuit la mise en œuvre au travers des équipes France, des bourses étudiants étrangers, etc. Et les moyens ont été prioritairement préservés dans le cadre de ce budget. Mais je vous propose qu'on puisse reprendre ensemble cette feuille de route à partir de votre analyse et du rapport que vous allez remettre sur ce programme pour envisager la suite dans le contexte budgétaire que nous connaissons. Merci, Monsieur le Ministre. On peut connaître quelques minutes encore ou... Voilà. On a interrompu la séance qui a décalé de 30 minutes. Il y a environ une quinzaine d'intervenants. Donc, ce que je propose peut-être, c'est de prendre les 3 ou 4 premiers à la suite, 3-4 fois 1 minute. Et après, Monsieur le Ministre répond en bloc à ces 4 questions. Ça permettra de rester dans le format, le ministre ayant, comme tout le monde, des impératifs. Dominique Voynet, Éléonore Carrois, Alexandre Ramasson et Aurélien Taché.
un après l'autre et le ministre répond en bloc au cas. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. D'après le président Aliyev, le pétrole est un don de Dieu. Ça représente 92% des exportations de son pays, l'Azerbaïdjan. C'est là, à Bakou, que se déroulera à partir du 11 novembre prochain la COP29, un an à peine après la prise de contrôle de l'Azerbaïdjan sur le Haut-Karabakh. On sait le rôle déterminant qu'ont joué des compagnies minières américaines, anglaises, et le chantage exercé alors sur la population arménienne, invitée à choisir entre l'accès facile à l'or et au cuivre ou le pain. On connaît moins peut-être les conséquences pour la population et pour les cadres politiques dont certains ont été pris en otage et restent détenus à ce jour. Je vois deux problèmes majeurs à l'organisation de la COP, Monsieur le Ministre. D'abord, l'Azerbaïdjan compte utiliser la COP pour faire oublier l'annexion du Haut-Karabakh dans l'attente d'une nouvelle étape de conquête de l'Arménie qu'elle qualifie déjà de Western Azerbaïdjan. Et deuxièmement, la difficulté qui consiste à organiser cet événement dans un pays dont la priorité est d'augmenter encore sa consommation de pétrole et de gaz. Est-ce qu'on ne pourrait pas éviter ça et s'associer sinon au boycott, du moins à une position prudente et réservée sur ce qui va se passer à Bakou? Merci beaucoup, Madame Boinet. Éléonore Carrois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci d'être devant notre commission. Le PLF 2025 prévoit une baisse du budget global de votre ministère d'environ 1 milliard, alors que vos agences, l'a été rappelé, accomplissent un travail exceptionnel dans un contexte de multiplication des crises. En cette période de maîtrise des comptes publics, il est compréhensible que votre ministère contribue à l'effort global. Je regrette cependant qu'il y contribue de manière disproportionnée. Les plus de 3 millions de Français établis à l'étranger contribuent au rayonnement de notre pays dans le monde. Rappelons, s'il était nécessaire, qu'un nombre d'entre eux payent des charges sur leurs revenus de source française. Alors que nous étions parvenus à établir une hausse significative du programme 151 l'an dernier, la baisse prévue cette année est déplorable, d'autant qu'elle réduirait le budget de l'AEFE, qui est essentiel pour permettre à nos compatriotes de garder un lien avec la France. Ainsi, Monsieur le Ministre, je vous demande de sanctuariser les crédits qui sont dévolus aux Français de l'étranger, en particulier en ce qui concerne les bourses scolaires et les aides sociales de nos aînés. Je compte sur vous pour faire préserver ces politiques qui sont essentielles pour les Français qui sont établis hors de France. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Alexandra Masson. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, le 29 mai dernier, à l'Assemblée nationale, nous avons adopté sans modification et à l'unanimité, je tiens à le préciser, puisque nous avons voté le projet de loi autorisant la ratification du traité international sur la haute mer et la biodiversité marine, ou accord appelé BBNJ. Ce traité porte sur la protection de l'océan situé en dehors des zones économiques exclusives et du plateau continental des États côtiers. Signé par la France au siège des Nations Unies à New York le 20 septembre 2023, il marque un tournant dans la protection de l'océan en complétant le cadre juridique de la gouvernance océanique établi par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, adoptée en 1982. Ce traité établit à la conférence des parties regroupant les représentants des pays signataires votant à la majorité. Cette conférence des parties doit devenir un nouvel organe mondial sous l'égide de l'ONU pour la gestion de la haute mer. Une conférence des Nations Unies aura lieu à Nice le juin 2025 sous l'égide du Costa Rica. Pouvez-vous nous indiquer où en est le processus de ratification de cet accord qui devait avoir lieu à la fin de l'année 2024 ? Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Et puis, Aurélien Taché. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais vous interroger en un instant, Monsieur le Ministre, sur la situation et sur la position de la France par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous avez dit dans votre propos liminaire que la médiation soutenait la médiation de l'Angola entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, mais franchement, cette position est insuffisante. Il y a aujourd'hui 6 millions de morts dans la région du Nord Kivu, des millions d'autres qui sont déplacés. Il y avait un sommet international à Paris l'autre jour avec plus de 50 chefs d'État africains. Emmanuel Macron, le président de la République française, n'a pas été capable de mentionner le conflit entre la République démocratique du Congo et les milices du F-23 qui, comme vous le savez, sont soutenues par le Rwanda. Donc moi, je voudrais vous poser simplement cette question, Monsieur le Ministre. Aujourd'hui, des appels se multiplient partout à Kinshasa et en République démocratique du Congo pour que le Congo se retire de la francophonie, le plus grand pays francophone au monde. Quelle est la position de la France par rapport à ce conflit? Est-ce que véritablement la France condamne le soutien du régime de Paul Kagame aux milices du M23? Et quelles actions envisage la France face à ce conflit terrible qui, encore une fois, je l'ai rappelé, a fait des millions de morts et encore plus de déplacés? Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre.
Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, sur la question de Madame Voynet sur l'Azerbaïdjan, la COP29, ce que nous essayons de susciter, même si, comme vous le savez, la France se tient si fermement aux côtés de l'Arménie, qu'elle n'est pas forcément aujourd'hui la mieux placée pour jouer les médiateurs. Mais ce que nous voulons essayer d'obtenir, c'est que d'ici la COP29, le traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, dont un certain nombre d'éléments ont été agréés par les deux parties, puisse être signé. C'est la demande de l'Arménie et nous la soutenons. Quant à la participation de la France à la COP29 en elle-même, je dirais que la formation de la délégation française sera à la hauteur des ambitions que l'Azerbaïdjan s'est données pour cette COP. S'agissant de la question d'Éléonore Carrois, vous évoquez le programme 185, pardon, le programme 151, en évoquant aussi l'AEFE et donc le programme 185. Il est vrai que si je reviens au 151 qui concerne les Français à l'étranger, les affaires consulaires, le choix qui a été retenu, étant donné les contraintes qui sont les nôtres, est de prioriser les services aux Français établis hors de France et les projets de modernisation du ministère, s'agissant du registre électronique, des modalités de vote de l'Assemblée des Français de l'étranger également, que par conséquent, le budget à ce stade prévu pour ce qu'on appelle les affaires sociales et les aides à la scolarité est un peu en deçà de ce qu'on aurait pu le souhaiter. Et je ne doute pas que nous aurons à débattre d'amendements qui viendront inévitablement sur ce sujet. Sur la question de Madame Masson sur BNJJ, ce sont à ce stade... Ah, alors j'ai pas exactement le nombre de pays qui l'ont ratifié. La bonne... 15 qui l'auraient ratifié. Merci Madame Carrois. Ce que je peux vous dire, c'est que le Costa Rica, qui va co-présider la conférence à Nice à nos côtés, est à deux doigts de le faire, ce qui est plutôt une bonne nouvelle s'agissant du pays qui co-présidera. Et chaque fois que nous le pouvons, par tous les canaux diplomatiques, nous encourageons nos partenaires et les participants à ce sommet de ratifier le plus rapidement possible cette convention dans laquelle la France a joué un rôle très important. Quant à la question de M. Aurélien Taché, la crise des Grands Lacs est le conflit sur lequel le président de la République a consacré le plus de temps en marge du sommet de la francophonie. Il a rencontré successivement les présidents Tshisekedi et Kagame et leur a rappelé sans ambiguïté la position française, tout en se ralliant, si l'on peut dire, à l'effort de médiation qui est aujourd'hui mené par l'Angola. Nous sommes très préoccupés par la situation et je verrai pour ma part, ou j'échangerai pour ma part demain avec mon homologue congolaise. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. Vous êtes là depuis 3h30. L'interruption de séance a un peu décalé nos travaux. Et donc, forcément, ça crée des frustrations, j'en suis conscient. Mais à un moment, on a un cadre, on ne peut pas aller plus. Mais j'entends, mais on ne peut pas... Je reviendrai. On ne peut pas et faire l'interruption de séance et ensuite demander au ministre de déborder, lui, sur son agenda. À un moment, voilà. Il est là... Non, mais ça, c'est un autre sujet. On va négocier demain matin pour le faire revenir. Merci à toutes et à tous. Je suis désolé pour les frustrations que ça peut générer, parce qu'en plus, il y a un nombre de sujets très, très nombreux qui doivent être abordés. Mais on a quand même une séquence de 3h30, ce qui est assez rare quand même. 2h30, 16h30, 17h, 2h30. Voilà, 2h30, ce qui est quand même assez conséquent. On va interpeller le ministre pour qu'il revienne le plus vite possible. Merci. On se retrouve demain à 9h30. Merci.